La dernière fois, je vous ai lu 2 chapitres du livre qui est écrit par le lieutenant-colonel X avec Jacques Léger. Le livre s'intitule Mission, méthode, technique spéciale des services secrets au XXIe siècle, contre-espionnage, sécurité intérieure, manipulation, guerre de l'information, révélation d'un cadre des services secrets. Le sommaire. Avant-propos. Rôle connu et méconnu des services secrets, les missions du XXIe siècle. Ressources humaines. Organisation, hiérarchie des services secrets et de leur réseau. De la source inconsciente au cadre des services secrets. La vie de l'employé des services secrets. La vie de l'agent clandestin. Profil de recrue. L'avocat et psychiatre, piliers des services secrets modernes. Méthode de surveillance. Méthode de recrutement et de formation, contrôle des sources et de correspondants et leur manipulation, la manipulation des cibles, les méthodes modernes d'élimination des individus, l'élimination sociale, l'élimination physique, du contre-espionnage à l'intelligence domestique, ça veut dire l'espionnage des citoyens, quoi. Influence, manipulation des groupes d'individus. Influence et contre-influence, ça veut dire propagande et contre-propagande. De l'usage et de la surveillance de la culture. De l'usage et de la surveillance des médias de masse. De l'usage et de la surveillance d'Internet. Conclusion. Service secret, un monde sans loi. Je rajouterai moi, ni foi. Cette fois, je vais vous lire un autre chapitre qui parle de les avocats et les psychiatres, piliers de les services secrets modernes. L'avocat et le psychiatre, piliers des services secrets modernes. On peut dire la justice et la psychiatrie, c'est pareil. L'avocat, la principale préoccupation commune à tous les services secrets est de ne jamais laisser de preuves permettant de les désigner nommément comme les auteurs d'une de leurs missions, car un service secret ne fait jamais rien qu'il ne puisse nier plus tard, ce qui signifie qu'il doit quotidiennement renoncer à des actions qui serviraient pourtant fort bien ses propriétés, ses objectifs immédiats au futur, juste parce que celle-ci pourrait permettre de les désigner un jour comme son auteur. Considérons un exemple imaginaire fortement inspiré du cas typique de l'opération à laquelle le service secret d'une grande puissance économique doit quasi quotidiennement renoncer. Les services secrets écoutent les communications téléphoniques d'un individu dont ils savent qu'il est l'auteur d'un trafic d'armes, comme ce trafiquant a des revenus connus et déclarés provenant d'une chaîne de pizzeria dont il est le propriétaire. Il n'est raisonnablement pas possible de tenter de le mettre
hors d'état de nuire grâce à une enquête fiscale. À l'issue de 2 années de surveillance lourde, on n'a rien trouvé qui puisse prouver l'existence d'un trafic d'armes. Cependant, les écoutes téléphoniques ont démontré formellement que cet homme a mis en place un ingénieux système qui lui permet de mettre une partie de la recette de sa chaîne de pizzeria dans sa poche, sans la déclarer. La surveillance humaine de Visu a quant à elle permis de démontrer que l'homme consacre ses sommes d'argent non déclarées à des activités qui n'ont rien d'illégal et qui ne laissent aucune trace fiscale ou simplement comptable. Déclencher une enquête fiscale aléatoire et de routine ne permettent donc pas de trouver le truc que l'homme utilise pour détourner une partie de l'argent de son entreprise. Il faudrait, pour y parvenir, que les agents de l'administration fiscale aient eu accès aux enregistrements des écoutes téléphoniques des services secrets. Or, les lois des pays n'autoriseront pas ce service public à procéder ainsi dans le cadre de ces enquêtes. Il faudra pour cela que d'autres faits concordants indiquent une activité illégale relevant du droit commun, lesquels permettraient de légalement justifier une écoute téléphonique. Sinon, son avocat lui recommanderait certainement d'impliquer les médias, qui ne pourraient faire la sourde oreille dans un cas de ce genre, pour faire de cette affaire un scandale, ce qui risquerait évidemment de déclencher une polémique nationale à propos des intolérables méthodes d'espions de l'administration fiscale, et dont on finirait par parler à l'étranger. Le trafiquant pourrait même attaquer l'administration fiscale en justice et obtenir de lourds dommages et intérêts. Il est à prévoir enfin que ceux sachant surveiller, ils mettent un terme définitif à ces activités de trafic d'armes, sans jamais avoir été inquiétés pour cela. Bref, pour les services secrets, faire usage de ces enregistrements d'écoute téléphonique comme preuve à charge mènerait à un puissant fiasco. Un service secret ne renoncerait jamais à poursuivre des investigations et une surveillance concernant un personnage tel que le trafiquant de l'exemple que nous venons de voir. Car une de ses missions est de pouvoir intervenir dans le pays, là où la justice qui ne peut fonctionner qu'à l'aide de preuves matérielles, de témoignages crédibles et d'aveux, doit admettre son impuissance et comme prétendre faire justice sans respecter les procédures légales universellement adoptées dans tous les pays qui se prétendent des démocraties. C'est se mettre soi-même dans l'illégalité et l'arbitraire. Il devient alors crucial de tout mettre en œuvre pour pouvoir agir dans une parfaite clandestinité, tout comme le criminel doit tout mettre en œuvre pour dissimuler la véritable origine de ses revenus derrière des activités légales de façade. Mais les services secrets n'aiment guère se contenter, comme le font bien ces criminels, de s'abriter derrière une simple astuce légale dont l'opinion publique n'est jamais dupe. Ils ne veulent même pas que cette dernière puisse songer plus d'une seconde à eux lorsqu'elle se mettra en quête d'un coupable. C'est pour cette dernière raison que le service secret emploie des avocats à plein temps, car de leur point de vue, il ne leur suffit pas de se préserver d'une accusation immédiate de l'opinion publique. Il faut également que leur opération clandestine et des fois illégale puisse
résister aux enquêtes ultérieures de journalistes d'investigation comme à celles des historiens spécialistes, dont certains ont une grande connaissance de leur habitude et manière d'effacer leurs traces. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce dernier point, en particulier dans les chapitres concernant la surveillance des médias de masse et de l'Internet. Il fut un temps, dans de nombreux pays, avant le boom de l'Internet, où il était relativement aisé pour les services de prévenir la révélation par les médias de leur pays comme par ceux de l'étranger, d'une affaire le concernant directement ou d'une autre concernant des personnalités en vue. Ce n'est plus possible à l'heure des blogs, des médias d'information en ligne, parce que ces derniers sont créés et lancés en un temps record par n'importe qui et à peu de frais, canaux d'information totalement libres et indépendants auxquels viennent s'ajouter depuis tout récemment ce que l'on appelle les réseaux sociaux, dont la nécessité pour les services secrets d'une surveillance de l'Internet, laquelle implique à elle seule un besoin important de moyens techniques et de personnel supplémentaire, ainsi que nous le verrons. Sachant que les services secrets ne sont pas censés avoir à recourir aux services d'avocats devant les défendre devant une cour de justice, alors que la violation quotidienne des lois est le corollaire de toute leur mission. Ceux-ci doivent donc consulter ces hommes de loi avant d'entreprendre quoi que ce soit, car de toutes les opérations et missions régulières accomplies par les services secrets, un certain nombre attire inévitablement les suspicions de l'opinion publique, que ce soit sur la base des petites erreurs commises par des planifications ou par les petites fautes des agents qui sont alors interprétés comme des faits troublants, ou par de simples déductions logiques faisant émerger un mobile lorsqu'elles sont mises bout à bout. Ouais. De plus, ce que l'opinion publique sait ou croit savoir de tel ou tel service secret constitue pour lui-ci un handicap supplémentaire qui n'est pas toujours possible à surmonter. C'est aussi l'inverse qui se produit parfois, c'est le moment de le dire. Par exemple, il suffit d'une personnalité en vue meure avant l'âge pour que quelques-uns prétendent que c'est l'œuvre des services secrets, quand bien même on parviendra à démontrer formellement qu'il ne s'agit que d'un accident. Réciproquement, toutes les précautions prises autour d'une mission ne dissiperont jamais les doutes qui suivront la mort violente d'un ministre ou d'un militaire de haut rang, ou d'un policier, un cadre, ou d'un suicide. C'est le cas de la déduction logique qui pointe vers un mobile. Dans ce dernier cas, les services secrets se trouvent dans la même situation que le criminel, connu de tous comme tel, qui doit se contenter de l'alibi des revenus légaux, venant diluer ceux qui ne le sont pas. Là encore, c'est un juriste qui sera chargé d'élaborer des prétextes recevables, des excuses pour tenter d'apaiser l'opinion publique pour les enfumer par la voix de quelques médias complices des services secrets. Là, c'est de la propagande de haut vol, entre parenthèses. Lorsque les services secrets repèrent un avocat ou un juriste fraîchement diplômé ou pas, en vue de le recruter pour en faire un de leurs employés à plein temps, ils attendent de celui-ci un service très particulier qui consiste exclusivement à contourner les lois,
non à les respecter. Vous voyez, contourner les lois, pas les respecter, et non à les respecter et à les appliquer. À élaborer des alibis à l'avance, puisqu'il y aura forcément préméditation. Cette attente inhabituelle de l'homme de loi implique que ce dernier, lorsqu'il n'est encore qu'un recrue, ait également un profil psychologique bien particulier, ou soit un individu honnête, mais cependant d'accord pour admettre que la raison d'État prime sur les considérations d'éthique et de morale attendues par l'opinion publique. Entre parenthèses, raison d'État, sous couvert de raison d'État, beaucoup d'États, ils ont fait des gros crimes sous couvert de raison d'État. Sachant ainsi que nous l'avons vu, que les services secrets se sont considérablement développés en hommes et en moyens depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que l'intelligence domestique, ça veut dire l'espionnage de la population, est devenue leur mission principale. Vous voyez, on n'est plus dans l'espionnage de l'étranger, des pays d'étrangers. Et leur principale mission, c'est d'espionner leur peuple dans leur plus grosse consommatrice d'employés, agents, contacts, sources diverses ou indiquent. Il emploie couramment aujourd'hui un grand nombre d'avocats et de juristes à temps plein. Également, un certain nombre de ceux-ci, en tant qu'agents clandestins, agissent au grand jour dans un contexte juridique normal. Pour que le lecteur puisse se faire une idée de l'importance du rôle des juristes, avocats diplômés ou autres au sein d'un service secret moderne appartenant à une des premières puissances économiques mondiales, on peut évaluer le nombre de ceux-ci entre 200 et 600 individus employés à temps plein, sachant qu'un bâtiment de bureau ou une partie de cette catégorie particulière d'employés peut être rassemblée, peut compter jusqu'à près de 100 individus. Notons tout de même qu'une proportion relativement importante de ces personnels juristes se consacrent au droit international dans le cadre des missions récurrentes et d'opérations de toutes sortes à l'étranger. Il faut encore ajouter à ces nombres. Petit 1. Les juristes rattachés à certains départements ou secteurs d'activité spécifiques qui servent les besoins courants de ceux-ci, exclusivement juristes spécialistes du droit de l'affaire dans le cadre de la mission spécifique d'intelligence économique, entre autres exemples. 2. Tous les personnels qui, en raison de leur spécialité et rôle ordinaire, ont obligatoirement à se familiariser avec le droit pénal et les questions juridiques et fiscales générales, droit commercial, droit civil, droit du travail. Et c'est tout spécialement les cas des officiers traitants, par exemple, et parce que ceux-ci sont tout de même nombreux, car ces derniers agissent quotidiennement en marge de la légalité sur le terrain, ou carrément hors de l'égalité, hors d'un contact physique immédiat de collègues auxquels ils pourraient demander assistance à tout moment. 3. Presque tous les employés d'un service secret, parce que ceux-ci, sans être juristes, doivent avoir une connaissance du droit au-dessus de la moyenne, de celle de la population. Seul l'agent est abandonné à lui-même concernant cette matière.
Dans une large majorité des cas, il ne reçoit de conseils que lorsque ces agissements risquent de nuire aux missions immédiates ou futures des services secrets en général ou de son officier traitant en particulier. On comprend dès lors que l'individu qui se trouve être la cible d'un service secret doit affronter un adversaire très difficile à atteindre, lequel a presque toujours l'avantage d'une stratégie à long terme, faite d'alternatives futures déjà envisagées, et chacune desquelles correspond à une réponse déjà planifiée. Maintenant, on arrive au psychiatre ou à la psychiatrie. Le psychiatre, sachant que le facteur humain est toujours déterminant dans le cadre de la poursuite de toute mission des services secrets, même à une époque où la technologie semble bien souvent avoir pris le pas sur tout ce que l'homme peut faire. Ceux-ci exploitent également à temps plein un nombre élevé de psychiatres, beaucoup de psychiatres, de psychanalystes et autres spécialistes du comportement. On met l'accent sur le facteur humain dans les services secrets parce que l'homme est à la fois son arme principale et son maillon faible. Les psychiatres des services secrets sont appelés à être consultés dès la phase de recrutement d'un agent ou de tout employé ou d'harcèlement organisé, car chacun de ces derniers peut avoir un trouble que le recruteur ne verra pas forcément. Ensuite, il sera encore consulté dans le cadre du suivi ordinaire des employés et agents du service en relation avec les gestionnaires des ressources humaines et quelques cadres qui ont un besoin régulier de son expertise, car s'il est aisé de dissuader un collaborateur de faire des révélations publiques en recourant à des menaces de lourdes sanctions ou à des procédés préventifs plus sévères encore, ces deux dernières sécurités cessent d'être efficaces avec des individus dont l'état mental est devenu instable et imprévisible, ou qui est devenu suicidaire, ne craignent plus rien ni personne. Or, la question souvent très pénible des collaborateurs des services secrets, ça veut dire les mouchards, les petits mouchards, les indiques, les agents, ainsi que nous l'avons vu au chapitre tiré la vie de l'employé des services, favorise grandement l'émergence des troubles mentaux qui n'étaient que latents avant le contact avec le monde des services secrets, à commencer par la forme de dépression sévère liée au nom à des névroses ou à des désordres plus graves, lesquels peuvent réclamer des traitements thérapeutiques longs, incompatibles avec un travail régulier et satisfaisant dans un service secret. Au-delà de la simple dépression passagère, aussi de l'insomnie également fréquente chez les employés des services secrets, qui peut être rapidement prise en otage et guérie, on trouve encore toujours parmi les troubles les plus fréquents constater les diverses formes que peuvent prendre le trouble de l'anxiété, la forme de paranoïde, de la schizophrénie et de la paranoïa. Vous voyez ça chez
la forme de paranoïa, de la schizophrénie, de la paranoïa, c'est très fréquent chez les services secrets. Il y a d'autres troubles particuliers, passagers, qui peuvent être à l'origine des risques et d'erreurs professionnelles graves, mais que peuvent facilement être guéris, tels que la dissonance cognitive, le syndrome d'épuisement professionnel, le comportement passif-agressif. Pour prévenir ou repérer plus facilement l'apparition de la dépression et d'autres troubles psychiques, les psychiatres des services secrets de plusieurs pays occidentaux ont trouvé une astuce simple qui consiste en la recommandation au personnel de s'observer et de se surveiller mutuellement et de signaler deux signes de comportement ou d'attitude inhabituelle à leurs chefs de service respectifs, lesquels doivent les rapporter à la direction du département concerné, qui, à son tour, en référera au service de sécurité intérieure et au service de personnel. L'intervention du psychiatre des services secrets auprès des agents, lesquels, rappelons-le, personnel régulier et titularisé, est de nature très différente, puisqu'informelle, est présentée comme une rencontre ordinaire avec une personne dont l'agent ignore souvent qu'elle est psychiatre. Tout d'abord, si le futur employé régulier des services secrets doit avoir une personnalité équilibrée, le recrutement d'agents et de contacts, aussi celui des officiers traitants, s'affranchit couramment de cet impératif. Cela dépendra plus exactement de la nature du trouble psychologique identifié, car un collaborateur extérieur des services secrets peut présenter un grand intérêt pour ceux-ci, en raison même d'un trouble de la personnalité particulier. Le psychiatre, dans ces autres cas, apporte un concours précieux, car lui seul sait comment diriger et manipuler de tels individus, et aussi à quoi ils peuvent être employés utilement. Voici quelques exemples illustrant ces dernières particularités. Un service secret a couramment besoin d'hommes de main dans le cadre des petites missions de harcèlement qui sont le lot régulier des services secrets de contre-espionnage. Écoutez ça bien. Et d'intelligence domestique, un pervers narcissique ou un psychopathe peuvent être logés comme voisins de palier d'un agent étranger identifié comme tel, que l'on cherche à faire craquer, en complément d'autres formes de harcèlement, où il peut être recommandé par une agence de placement de personnel à une entreprise jugée indésirable sur le territoire. Une jolie fille à la personnalité borderline peut être envoyée dans les bras d'un homme marié que l'on cherche à séparer de sa famille en vue de le recruter. Écoutez ça bien, etc., etc. De nos jours, grâce à l'Internet et la surveillance aisée de l'ordinateur d'un individu, un service secret peut également favoriser des rencontres toxiques. Ça me rappelle une histoire, ça m'est arrivé. En usant de ce moyen, enfin, le psychiatre des services secrets sélectionne les individus auxquels on confiera des tâches et missions qu'une personne équilibrée se montre incapable d'accomplir. Celle-ci consiste en la manipulation à long terme d'agents, la subversion de missions de harcèlement, d'élimination sociale et physique,
ainsi que divers types d'activités à l'étranger relevant de l'espionnage strictement parlant. Les variétés d'exemples est infinie, car elles dépendent de facteurs multiples, propres à chaque individu. Les événements clés de son enfance, sa personnalité, son goût, ses ambitions, son intelligence et éducation, etc. Dans les profils psychologiques de tous ces individus, on trouve que le psychiatre nomme la sociopathie, car c'est la sociopathie est une forme générique de trouble mental englobant diverses variantes ayant chacune des degrés divers. Les individus qui en sont atteints présentent pour autre particularité d'être parfaitement capables de mener une existence normale et d'interagir avec les autres. Seules des personnes ayant appris à connaître les sociopathes peuvent les identifier comme tels, plus ou moins rapidement. Comme le sociopathe apprend au long de son existence à adapter son comportement à ceux des individus normaux, son intelligence, si elle est grande, peut faire de lui un agent redoutable ou un officier très efficace contre lesquels une personne normale et isolée ne peut que difficilement se défendre. Une autre caractéristique fréquemment rencontrée chez certaines catégories de sociopathes et de psychopathes intéresse les services secrets. Une aptitude particulièrement à mentir et à tromper les experts le plus doués à analyser les micro-expressions et les attitudes gestuelles, ainsi que les meilleurs matériels de détection de mensonges, Voice Stress Analyzer. Ceci en vertu du fait qu'il n'éprouve aucun sentiment de culpabilité quand il ment. Les psychiatres des services secrets sont toujours consultés avant l'envoi d'agents à l'étranger et toujours aussi dans le cadre des opérations de recrutement de ressortissants étrangers comme agents ou sources ayant des responsabilités importantes ou simplement susceptibles d'être utiles en raison de leur activité professionnelle ou relations personnelles. Voilà, un petit résumé. Déjà là, on apprend beaucoup de choses. Là, dans ce chapitre, on a vu un petit aperçu comment les services secrets ils utilisent des juristes et des avocats, vous voyez, pour détourner la loi, vous voyez, pour fabriquer, par exemple, aussi, dans d'autres cas, fabriquer des faux dossiers, vous voyez, judiciaires, ou vous voyez, pour n'importe qui, ils peuvent faire monter une affaire de toutes pièces, bref. Et comment ils utilisent les psychiatres pour soigner leurs agents qui pètent les plombs à force vous voyez, à force de se faire des scénarios, de vouloir manipuler, de prendre, de faire, vous voyez, faire plusieurs personnages. À la fin, ils finissent par croire à leur propre personnage et à se perdre. C'est pour ça qu'ils ont toujours des problèmes psychiatriques. Vous voyez, à force de jouer, une fois ils jouent vous voyez, un père de famille normal, un jour il joue au trafiquant, un jour il joue à l'homme d'affaires, un jour il joue au sportif, un autre jour il joue... Après ça va créer, vous voyez, je ne sais pas comment on appelle ça, bref, des troubles mentaux. Vous voyez, ils se perdent un peu. Et pour traiter leurs agents psychopathes, et comment les psychiatres des services secrets, dans des missions d'harcèlement organisé,
ils choisissent les profils des psychopathes et des pervers narcissiques manipulateurs qu'on utilise dans certaines missions d'harcèlement. Vous voyez? Et on l'utilise comme officier traitant. Officier traitant, c'est celui qui manipule et qui utilise les agents et les sources. Vous voyez? L'officier traitant. Généralement, vous voyez, il est dans un appartement caché ou dans un sous-marin, un fourgonnette et tout. Et c'est lui qui dirige les pions. Il les manipule, va à gauche, met-lui la pression, agressez-lui. Vous voyez, moi, en fait, tout le livre là, le gars, il parle des trucs formels et tout. Moi, je l'ai vécu, tout ça. Vous voyez comment il recrute, par exemple, des meufs avec un caractère borderline. Moi, dans mon histoire personnelle, il m'a envoyé une prostituée. C'était pareil. Elle avait des problèmes d'inceste. Vous voyez, elle se faisait violer par des pédophiles. Elle était prostituée à des pédophiles et tout. C'était une psychopathe, la meuf. Une psychopathe, elle avait plusieurs personnalités. Vous voyez, elle avait plusieurs personnalités. Et on me l'a envoyé pour me manipuler, pour que je fasse une relation amoureuse avec elle. Elle m'a chanté la Marseillaise. Oui, moi je suis une meuf sérieuse. Moi je suis pas ci, je suis pas ça. Elle m'a fait tellement de cinéma. Et je sais, moi je suis pas né de la dernière pluie. Vous voyez, je l'ai vu direct. J'ai vu, elle peut pas me manipuler. Vous voyez, je suis pas, comment dire, je suis pas un enfant de cœur. Je connais. Je l'ai vu direct. Au bout de 15 minutes, 20 minutes, j'ai vu que c'était une michetonneuse. J'ai vu direct que c'était une grosse pute. Et après, quand j'ai cherché à comprendre, parce que moi aussi j'ai mes relations, c'était une prostituée. Elle travaillait pour les RG. Vous voyez. Et c'était à l'époque, c'était mineur, mais ça se voyait pas. Moi aussi j'étais jeune à l'époque. Vous voyez. Mais c'était une prostituée, c'était une sans-papier. Et j'ai remonté la filière, j'ai trouvé qu'elle venait de Vénissieux, à Lyon. Elle venait ici, elle se prostituait. Elle était prostituée à des pédophiles. Et elle se prostituait aussi pour des indiques. C'est comme ça, ils payent les indiques, leurs indiques par le sexe, l'argent, par la drogue aussi. Il y en a, ils les payent par des papiers, il y en a par des remises de peine, il y en a par des appartements, du travail, vous voyez, régularisation de leur situation, papier et tout, vous voyez. Et moi, vous voyez ce livre-là, je peux rajouter encore 2 livres à ce livre-là, de mon expérience personnelle, vous voyez. Parce qu'il explique bien le gars dans le film, pas le film, dans le livre, il y a ce qu'on appelle cloisonnement. Les mouchards, ils ont un lien direct avec l'officier traitant. Et l'officier traitant, il y a des gens, des supérieurs à lui. Des supérieurs à lui, ils n'ont pas de lien direct avec les gens qui traitent lui. Mais ils ont des liens avec l'officier traitant. Et celui au-dessus de l'officier traitant, son supérieur à lui, il n'a pas de contact direct avec l'officier traitant. Il a des contacts au gars qui est en bas de sa hiérarchie. C'est comme ça le cloisonnement, vous voyez. Comme ça. Et là, c'est un supérieur. Donc, il parle à peu près, il a des connaissances. Mais moi, je l'ai vécu dans la rue, j'ai vu leur méthode, c'est c'est encore pire ce qu'ils racontent dans le livre. Vous voyez, moi j'ai vu blanchiment d'argent, trafic de drogue, prostitution, des indiques, pédophilie et tout, j'ai vu des trucs de fou.
Vous voyez, moi je l'ai vécu, mais je confirme tout ce qui est dit dans le livre. Il est vrai à 100%. Mais moi je prends le livre, vous voyez, et je lis une partie où je raconte moi mon histoire et ça va dans le sens de ça, vous voyez, de ce qu'il raconte l'officier, enfin le colonel, commandant, bref, le cadre des services secrets. Vous voyez, là on est loin de James Bond, blablabla. Et les psychiatres, on les utilise aussi pour discréditer les cibles des services secrets. Vous voyez, c'est quand ils font un crime et le gars il commence trop à parler comme moi, on m'a menacé, on m'a dit on va t'interner. Quand ils vont, c'est pour me dissuader de parler, si je parle, ils vont m'envoyer des agents, ce qu'on appelle communauté de renseignement, ils vont appeler des policiers, ils vont faire une fausse affaire avec des faux témoignages juste pour m'interner, hop, ils m'internent abusivement, menotté et tout, ils me ramènent à l'hôpital psychiatrique, ils appellent un pion à eux, un de leurs psychiatres qui travaille pour eux à temps plein. On va dire, voilà, lui, il est à discréditer. Ils vont faire quoi? Ils vont faire un faux dossier de A à Z, il est fou, il est parano, délire persécutif, blablabla. Alors que tout ce que je dénonce, l'harcèlement organisé, tout ça, toutes les méthodes des services secrets et de la police que je raconte que j'ai subi, le gars, le cadre, il le parle. Et ça m'a été confirmé par un policier aussi. Vous voyez, mais toujours ils sont comme ça dans le déni en fait. Vous voyez, ils sont obligés ils font pas un truc sans le nier. Vous voyez. Oh, dites-moi, à part ce livre-là, quel agent de service secret, officier traitant au cadre à visage découvert et parle des missions d'harcèlement des services secrets? Ils n'en parlent pas. Même le gars là qui a écrit le livre, c'est commandant colonel X. Parce qu'il sait, il connaît, c'est une organisation mafieuse. Si vous leur dénoncez leur mission, leur méthode, leur truc et tout, ils vous prendront comme cible, comme s'appelle Brian Tout. Brian Tout, T-E-W. Il a travaillé pour les renseignements militaires américains. Lui, il a vu des trucs de fou, il a vu l'harcèlement, criminalité, il a vu comment des citoyens innocents, ils sont pris pour cible, harcelés, internés, après pucés. On les utilise comme cobayes pour utiliser contre des armes, ce qu'on appelle à énergie dirigée, ou armes psychotroniques, ou armes électromagnétiques. Il a commencé à dénoncer ça, c'est lui on l'a pris pour cible. C'est leur méthode. Ils font ça à leurs agents et ils font ça à leurs cibles que leur blacklisté. C'est le même, en fait, c'est le même fonctionnement. Partout pareil, que ce soit la CIA, la DCRI, la DGSE, ils font tous, le KGB, c'est le même fonctionnement, vous voyez, qui était utilisé même avant eux par la Stasi, la Gestapo. C'est le même truc, vous voyez. Gestapo, la Stasi, ils ont utilisé la psychiatrie pour... Ils harcèlent, ils utilisent le même harcèlement organisé, ce qu'on appelle en anglais gang stalking. Vous voyez. Et après, ils internent pour discréditer les dissidents. Et ces méthodes-là, ça revient souvent, même dans l'histoire, même maintenant ça revient. Vous voyez. Et des fois, vous voyez, par exemple, quelqu'un il dénonce un truc, hop, un jour, 2 jours après, il est interné. Ça me rappelle, par exemple, celui de la
BAC, là, pas la BAC. Le policier, là, c'est un policier, j'ai oublié son nom. Marc Granier. Marc Granier qui a dénoncé les corrompus, les criminels de la police et de la BAC, comment ils ont essayé de le tuer, ils l'ont tiré. Un collègue à lui, il a tiré sur lui en bout. Pourtant, quand il a dénoncé ça, le lendemain, ils l'ont interné. C'est les méthodes de la Stasi, du Gestapo, vous voyez, et les cibles des services secrets, vous voyez, et des communautés de renseignement, ça veut dire police, gendarmerie et tout, parce que, vous voyez, services secrets, ils ne peuvent pas, vous voyez, venir vous mettre les menottes, vous embarquer. Vous voyez, eux, ils travaillent toujours dans l'ombre. Ils vous envoient des policiers, des gendarmes, des militaires, vous voyez. Et eux, ils sont toujours dans l'ombre. Dans l'ombre, vous voyez, leurs crimes, ils sont étouffés. Les gens qui les dénoncent sont discrédités, assassinés. Vous voyez. Et on voit là les juristes, les avocats et les psychiatres au service des services secrets. Ça me rappelle MK Ultra aux États-Unis et en Angleterre. Pareil, MI5 psychiatre, il faisait des expériences sur des gens non consentants. CIA, psychiatre, pareil, au Canada aussi, vous voyez. La Gestapo, pareil. Les services secrets, la police et tout, et les psychiatres. La Stasi, pareil. La police allemande, service secret allemand, avec les psychiatres, toujours. Ils vont les deux ensemble. Bref, je ne veux pas faire de vidéos trop longues. Vous voyez. C'est pour ça que je dénonce dans mes vidéos. Je dis les pervers narcissiques, les psychopathes des services secrets. C'est pour ça que je dis les indique dans mes vidéos. Vous voyez. Parce que tout ce que je dis, c'est vrai. Vous voyez. Là, c'est un cadre des services secrets qui en parle. Et vous pouvez lire le livre, il existe en PDF. Et je remercie d'ailleurs Bozena, qui est une Russe, je crois, de Nice, qui m'a partagé ce lien. Je la remercie beaucoup. Bref. Et vous allez voir, je vais lire d'autres chapitres. Et vous allez voir que c'est pire que la Stasi. Les Stasi, ils sont derrière. C'est des petits joueurs. Les services secrets modernes, ils ont dépassé la Stasi et de loin. Il y a ni la culture, ni Internet, ni les médias, il n'y a rien qui leur échappe. Vous voyez. Les administrations, tout, ils sous leur contrôle avec la franc-maçonnerie. C'est pareil. L'état profond, c'est quoi? La franc-maçonnerie sioniste et les services secrets sionistes, les deux pareils. C'est ça l'état profond. Point final. Sur ce, à la prochaine vidéo.